Donc, Jacques, merci de participer à la réflexion du collectif pour la refondation du système de santé. Peut-être d'abord tu présentes-toi rapidement. Je suis médecin généraliste, j'ai exercé pendant longtemps à IF. Je suis toujours président de la maison de santé pluriprofessionnelle d'IF qui s'appelle Atrium, qui est une commune de 12 000 habitants environ. On a quasiment tous les professionnels de santé. Et je suis aussi vice-président de la CPTS de Caen-Couronne. C'est l'agglomération de Caen dans laquelle j'ai exercé tout le temps. Voilà. Bien, merci. Donc, la première question, puisque tu es médecin généraliste dans une maison de santé, c'est que tu es conscient, bien sûr, comme nous, que la médecine moderne se fait en équipe pluriprofessionnelle, à l'hôpital comme en ville. D'ailleurs, en ville, on voudrait bien le construire, à l'hôpital, on l'a plutôt abîmé. Comment tu vois le développement de l'exercice pluriprofessionnel en ville ? Alors, le développement de l'exercice pluriprofessionnel doit se fonder sur deux niveaux de soins dont, à mon avis, c'est important de faire la distinction. Ces deux niveaux de soins, c'est ce que l'on peut appeler, comme l'a appelé le HCAM dans son dernier rapport en septembre, une équipe de soins de proximité qui est constituée, que je vais décrire, et puis de l'autre côté, ce qu'on appelle les équipes de soins primaires, c'est-à-dire des maisons de santé pluriprofessionnelles, voire des centres de santé pluriprofessionnels aussi quand ils font des soins primaires. Alors, l'équipe de soins de proximité, c'est quoi? C'est ce qu'on pourrait appeler l'équipe autour du médecin traitant. C'est-à-dire, c'est le médecin généraliste, mais c'est quand successivement le personnel d'accueil et de secrétariat, l'assistant médical qui va éventuellement recevoir le patient, le médecin généraliste, médecin traitant, et puis autour de lui d'autres professionnels de santé, des infirmières azalées en particulier, voire des infirmières de pratique avancée, et puis aussi, selon le cas et suivant l'endroit où ils travaillent, ça peut être éventuellement aussi des médiateurs en santé, voire des travailleurs sociaux si c'est nécessaire. Cette équipe-là, elle a deux ou trois caractéristiques importantes. D'abord, elle travaille autour des patients pour les soigner, avec un logiciel partagé, avec du personnel qui est partagé, celui que je viens de décrire, et puis donc ce système d'information qui fonctionne pour eux, et puis un local commun dans lequel qui facilite les interactions. Si on ne peut pas faciliter les interactions, c'est très compliqué. Les interactions, c'est quoi? C'est participer à la prise en charge d'un patient, échanger sur un patient, consulter à côté, demander un avis, demander une consultation spécialisée, voire même partager une partie de la consultation avec d'autres professionnels de santé, notamment assistants et parfois infirmières de pratique avancée. Ça, c'est ce que j'appelle l'équipe de santé de proximité. C'est elle, enfin on va le voir après peut-être. Et puis à côté d'elle, il y a ce qu'on connaît depuis longtemps, les maisons de santé, qui sont des structures un peu plus larges, avec des professionnels qui sont évidemment pas tous dans les mêmes locaux, parce que le pharmacien, l'infirmière à domicile, elle n'a pas vocation à travailler dans un même local. Ils participent à cette organisation et avec eux, on fait moins du soin, mais on fait des réunions de concertation pluriprofessionnelles, voire des protocoles de soins et aussi beaucoup de la formation en commun à partir des sujets qui émergent. D'accord. Alors, comment tu situes ces deux dimensions que tu donnes dans ce qu'on appelle les collectivités professionnelles de territoire de santé, les centres de santé, et même dans des maisons médicales où tu dis qu'il n'y a pas forcément un lieu commun? On se dit, mais s'il y a plusieurs généralistes, plusieurs infirmières, c'est bien un lieu, c'est un petit centre en quelque sorte de santé. Comment tu situes les uns par rapport aux autres? Alors, toutes ces deux structures concentriques, en fait, parce que l'équipe de soins de proximité, elle est incluse probablement la plupart du temps dans une équipe de santé de soins primaires qui peut être une maison de santé et qui est, évidemment, on sait bien qu'avec le pharmacien, on ne va pas être dans le même local. Donc voilà, il faut avoir cette idée de cercle concentrique. La CPTS, c'est quelque chose au niveau territorial. On soigne la population du territoire, je dirais l'ensemble enfin on soigne, on s'occupe, on prend en charge, on réfléchit à la population de l'ensemble du territoire. Chez moi, c'est l'exemple. La maison de santé d'IF, elle est incluse dans une commune, et cette commune, elle fait partie du territoire de la CPTS, qui est beaucoup plus vaste, puisque la CPTS, c'est l'ensemble du territoire, grosso modo 175 000 habitants, enfin un peu moins, 150 000, mais peu importe, et alors que les professionnels de la maison de santé, ils soignent, on va dire, 10 000 habitants, quoi. Mais ils ne soignent pas forcément exclusivement le territoire de la commune, et ils travaillent aussi avec d'autres professionnels qui ne font pas partie de la maison de santé. D'accord. Donc le territoire d'une CPTS
C'est quoi? C'est près d'un département ou c'est plus... non, c'est beaucoup plus petit. Plus petit. Oui, oui. C'est en gros un territoire de premier recours, tu dirais. Oui, on peut dire ça. C'est un bassin de vie, un bassin de santé. D'accord, ouais. Au maximum, la moyenne, on peut dire, c'est grosso modo 60 000 habitants. 60 000 habitants, à peu près. Avec un maximum qui va être à 175 000, à peu D'accord. près, en tout cas au-delà duquel on n'a pas une dotation supplémentaire, et un minimum qui commence à... Donc un bassin de vie. Un bassin de vie, évidemment, suivant la densité de la population. Oui, bien c'est sûr, très que la différent. taille dépend de la population. À Paris, pour donner un exemple, parce que j'ai suivi à Paris, souvent il y a une CPTS par arrondissement. Là, on est au-delà, évidemment, mais à Paris, on est à 200 000. Alors tout ça est aussi justifié par les changements des besoins de santé de la population et le développement des maladies chroniques, nos difficultés, nos carences, disons, en matière de prévention et de santé publique. Alors comment tu vois le financement, parce qu'en gros le paiement à l'acte a été très adapté à ce qui était notre histoire de la maladie aiguë, qu'elle soit bénigne ou grave, et actuellement on est dans le suivi des patients ou dans la prévention, et les choses changent. Comment tu vois le financement adapté à ces nouveaux besoins de santé? Je crois, André, que tu fais bien de rappeler un petit peu l'histoire. Il y a un siècle environ, début du XXe siècle, début du syndicalisme médical, les malades étaient essentiellement des malades aigus. Ils avaient une pneumonie et puis ils guérissaient ou ils mouraient, grosso modo, ou ils avaient la diphtérie, pour prendre des choses comme ça. Et donc le paiement à l'acte correspondait effectivement à ce qui se pratiquait déjà. Les accords avec les assurances ont consacré ça, et puis après, il y a eu la convention après la guerre. Donc là, on voit bien qu'on était dans un modèle où les malades chroniques étaient finalement peu nombreux, et l'essentiel, c'est d'apporter des soins rapidement. Avec le nombre de maladies chroniques qui est apparu, avec les progrès de la médecine qui ont permis de les soigner beaucoup plus longtemps, avec la nécessité de faire des examens complémentaires, on voit bien que les choses sont très différentes. On voit bien que personne ne peut prétendre soigner de A à Z un malade, et que donc il faut évoluer. Alors, cette évolution, à mon avis, elle doit se faire de façon progressive. La première chose, c'est que on le voit bien aujourd'hui à travers le paiement à l'acte avec tout à 25 € ou tout à 50, ça ne correspond pas aux choses. Nous avons proposé, dans le cadre de la convention médicale qui était sur la table ces dernières semaines, d'avoir une valorisation pour des actes spécifiques correspondant à une forme de coordination. Essentiellement deux. Un premier acte qui était établir avec un autre professionnel de santé un plan personnalisé de soins. Ça, c'était la première chose qu'on avait envie de valoriser. Et puis, à partir du moment où une partie de la prise en charge était déléguée à un autre professionnel, il était clair qu'on avait besoin d'un temps supplémentaire pour une consultation plus longue, de suivi, de durée plus importante, et donc valoriser. Et c'était dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'on avait déjà mis en place la visite longue, la visite de coordination à domicile avec les différents intervenants, pour valoriser l'action du médecin traitant qui prend le temps, de façon moins fréquente mais plus approfondie, de voir ses patients. Ça, c'est une première étape, accessible à tous. On sait que la convention n'a pas abouti. J'aimerais qu'on reprenne cette discussion sur ces bases-là. En tout cas, elle est la plus accessible et je crois que tout le monde puisse s'y retrouver. Deuxième élément, le forfait patientèle médecin traitant, qui est une forme de rémunération directement liée au patient, évidemment très différente, 5 € pour un patient adulte qui est en bonne santé, 70 € pour un patient en ALD de plus de 80 ans. On voit le différentiel. Donc l'idée étant d'aller plus loin là-dessus, jusqu'à ce que finalement on puisse englober une grande partie des actes du temps de coordination nécessaire pour ce patient-là. Là encore, on sait qu'on n'a pas abouti là-dedans. Les réformes se font progressivement. Je crois qu'il y a quand même une forme de consensus qui se fait net sur la nécessité de valoriser ce forfait patientèle médecin traitant. Aujourd'hui, on est à 17%, à peine 15%, je crois plus exactement, de forfait dans la rémunération globale d'un médecin généraliste. Il faut certainement aller plus loin. Est-ce qu'il faut abandonner complètement le paiement à titre personnel? À titre personnel, je ne le crois pas. Il est adapté pour des prises en charge aiguës, comme il l'était depuis un siècle, mais par contre, il n'est pas adapté certainement pour des prises en charge comme ça. Après, au-delà, j'ai parlé de l'équipe du médecin traitant. Pourquoi ne pas imaginer qu'à terme, cette équipe de soins de proximité, de santé de proximité, puisse pas recevoir une rémunération collective pour prendre en charge une patientèle collectivement? C'est la logique des choses.
quand je fais cette proposition, je sais bien que on n'y est pas encore. Hein. Je crois qu'il faut la penser, la réfléchir. À mon avis, elle a du sens. C'est dans ce cadre-là qu'on peut imaginer des rémunérations collectives telles que l'assurance maladie et les pouvoirs publics avaient voulu le mettre en place dans l'article 51. On n'y est pas encore tout à fait, je crois, mais à mon avis, c'est le sens dans lequel il faudrait aller. Merci. Alors, dernière question. Une des caractéristiques et des inquiétudes de notre système de santé, c'est sa fragmentation. Fragmentation qui, au fond, la mixité qui a été une chance et qui a fait la force du système de santé, c'est, avec le temps et avec les maladies chroniques, se transformer en une fragmentation qui fait sa faiblesse. Aujourd'hui, on a du mal à travailler entre la ville et l'hôpital, entre généralistes, spécialistes, entre paramédicaux et médicaux. Enfin bon, on sent partout des barrières et des tensions. Alors, est-ce que l'idée de dire plutôt que l'option libérale des plateformes avec l'ubérisation de la médecine, qui serait une manière de répondre. Voilà, sur une plateforme, vous avez la diététicienne, sur l'autre plateforme, la psychologue, sur l'autre plateforme, le généraliste qui peut changer, selon qu'il est libre, débrouillez-vous et faites votre choix sur la plateforme. C'est la liberté du patient, informé, on imagine très bien. Alors, est-ce que l'idée d'un service de santé d'intérêt général qui qui aurait les mêmes valeurs, c'est-à-dire la non-sélection des patients, c'est-à-dire absence de dépassement d'honoraires, la permanence des soins, assurée par trois composantes qui nous viennent de l'histoire, c'est-à-dire le service public et les structures publiques en général, les établissements et les centres à but non lucratif, et les médecins qui sont conventionnés avec la Sécu et qui ne font pas de dépassement d'honoraires, ce qui est le cas de l'immense majorité des médecins généralistes, mais aussi de certains spécialistes. Est-ce que de ces trois composantes qui diraient ne travaillent pas en concurrence mais en complémentarité, avec l'idée derrière du parcours de soins, est-ce que cette idée te séduit ou comment tu réagis par rapport à une proposition de ce type? Alors, je vais développer, si tu veux, j'entends très bien ce que tu me dis, et je vais développer mon analyse de la crise du système de santé et, à mon avis, les solutions qui pourraient le faire. D'abord, l'analyse de la crise. La crise, aujourd'hui, une des raisons principales, mais pas la seule, c'est la démographie médicale. On voit bien que la démographie médicale, elle a pour effet de mettre en tension tout le monde dans le système. Les médecins généralistes en premier lieu, parce que dans les territoires, on ne peut pas remplacer tous les médecins qui partent par des médecins qui arrivent, c'est impossible. La population, parce qu'elle passe son temps, on le sait, à réclamer un accès aux soins, et elle a raison de le réclamer, elle attend de l'État qu'il assure cette mission-là. Et puis, l'ensemble des professionnels de santé qui, pour certains, se disent, tiens, il y a peut-être une opportunité pour développer mon action comme ci, comme ça. Et puis, et peut-être surtout, en tout cas on l'a bien vu depuis quelques années, c'est la crise des urgences. D'abord, pourquoi est-ce qu'il y a une crise des urgences? Parce que l'augmentation inexorable des urgences, doublement en 20 ans des passages aux urgences, elle est la résultante effectivement d'une difficulté pour les médecins traitants sur le territoire de prendre correctement les gens en soins. Et puis après, ça a été la crise de l'hôpital. Et à mon avis, la crise de l'hôpital, c'est la même chose. Ça, c'est le premier élément. Crise démographique. Il y a une deuxième crise, c'est la non-organisation des soins primaires dans ce pays. Ça, c'est une chose auquel je suis attaché, comme mon syndicat est attaché depuis sa création. Je crois vraiment, quand on observe la France, et tu sais qu'on l'a fait par rapport aux pays étrangers, on voit bien qu'en France, on a organisé l'hôpital, on a organisé les CHU, Robert Debré, 1958, on a une médecine d'excellence dans les hôpitaux, on n'a jamais considérait qu'il était important d'organiser les soins de ville et en particulier ce qu'on appelle les soins primaires ou les soins de proximité. Voilà. Et aujourd'hui, une des raisons de la crise, c'est effectivement l'absence d'organisation correcte sur le territoire qui prenne en compte un certain nombre de missions des soins de ville. Là-dessus, je crois que c'est quelque chose quand même qui se fait jour chez nos décideurs, en tout cas ceux qui sont pas favorables à une dérégulation, à une ubérisation du secteur. Donc moi je me réjouis de ce consensus que je vois apparaître à travers effectivement les choses que nous avons partagées ensemble. Je vois un consensus poindre autour de cette notion-là. Une des priorités, pas la seule, mais une des priorités, c'est d'organiser
un premier niveau de soins, des soins primaires organisés, basés, comme je l'ai écrit, sur des collaborations interprofessionnelles, dans un esprit de coopération et pas de collaboration verticale. Nos collègues infirmières, kinés, ils ont très peur qu'on voit se reproduire la hiérarchie à l'hôpital. Je le dis là clairement, non, il n'est pas question, il s'agit de coopérer. On a des tâches complémentaires, on peut le faire. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, ce qui nous manque, c'est une politique publique pour cela. Et si on pouvait mettre en place une stratégie aujourd'hui pluriannuelle, parce qu'on ne va pas le faire à coup de réformettes, avec des objectifs précis, qui fixent un cap, qui dit il faut organiser partout sur le territoire des soins primaires répondant aux besoins de la population, on aura gagné quelque chose. Après, là où je te rejoins, c'est sur la notion de mission. On doit pouvoir répondre à des missions, c'est des missions de service public, avec un S au pluriel, auxquelles effectivement, en fonction des médecins ou des professionnels sur les territoires, on ne répondra pas forcément de la même façon. Il y a des problématiques de densité médicale, de densité de population aussi, de distance et tout ça. Il faut embarquer tout le monde, ça me paraît fondamental. Les jeunes et les plus anciens, tous les médecins. Il faut embarquer l'ensemble des professions. Voilà, je crois qu'on peut se retrouver autour de valeurs communes, l'accès aux soins, la lutte contre les inégalités sociales de santé, les inégalités territoriales, certainement aussi. Les inégalités sociales, ça veut dire avoir des soins accessibles, y compris sur le plan financier. On peut se retrouver sur la notion de le bon soin au bon endroit, ce que j'appellerais la subsidiarité. C'est ce qu'on appelle aussi la gradation des soins. Ça fait des années qu'on le dit. Si on est organisé, on peut le faire, tout en ayant une forme de priorisation pour les recours, de hiérarchisation des besoins. En gros, on a un système qui marche sur la tête. On a confié à l'hôpital toutes les missions de santé publique parce qu'on n'était pas organisé. Organisons-nous, partageons ce travail entre les différents niveaux de soins et je crois qu'on peut y arriver tous ensemble et collectivement. Merci Jacques. C'est